Cette semaine à l'émission, dans notre coin, 2 nouvelles bières de la brasserie Wilsey et on parle des épreuves qui font grandir. Bonjour, ici Josiane Binette et bienvenue à votre émission Dans notre coin. Pour la capsule bonheur cette semaine, Andréane a demandé aux collaborateurs de lui raconter une aventure qu'ils ont vécue, une épreuve qui les a fait grandir. J'étais dans un cours d'1 an en formation agricole. J'étais là, moi, parce que j'aime les plantes, puis je voulais entendre parler des plantes pendant 30 heures semaine. Sauf que c'était pour former des gens à être autonomes sur une ferme. Donc, il y avait des cours, des excellents cours. C'était une excellente formation. Il y avait des cours de mécanique, de soudure, d'oxycoupage, de labour, de réparation de tracteurs. Et c'était quelque chose qui m'intéressait zéro. Donc, je voulais partir, mais j'avais une gang que j'aimais beaucoup. J'ai décidé de rester, mais j'aimais pas ça. Je me sentais pas bien. J'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai pas écouté. J'ai commencé à avoir mal à la tête. J'ai pas écouté. Puis je me suis blessée. Sérieusement, j'ai été des semaines sans être capable de marcher, puis des semaines pour réapprendre à marcher. Puis encore aujourd'hui, j'ai des séquelles. Je peux pas faire des mouvements répétitifs ou soulever des charges ou rester trop longtemps dans la même position. Ce que j'ai appris, c'est que c'est important, à quel point c'est important d'écouter son corps, d'écouter son intuition, d'écouter les messages que notre corps nous envoie. La plus grande épreuve qui m'a fait grandir, ça a été d'accompagner mon frère pendant sa dernière nuit. Ça m'a fait grandir dans le sens que, parce que mon frère, il est mort, je tenais sa tête dans mes mains quand il a fait son dernier souffle. Et j'ai compris à ce moment-là que quand on s'en va avec ce qu'on a dans notre cœur. Fait que si dans notre cœur, on a de l'amertume ou de la haine contre quelqu'un, on va partir avec ça. Donc, j'ai compris qu'il fallait avoir le cœur en paix à tous les jours parce qu'on ne sait jamais. À tous les soirs, en te couchant, tu ne sais pas si tu vas te réveiller le lendemain. Quand tu te réveilles, tu ne sais pas si tu vas te recoucher dans ton lit le soir ou si tu vas être ailleurs, que tu ne te réveilleras plus. Fait qu'il faut, pour moi, là, il faut avoir le cœur en paix à tous les jours, tout le temps. Quand on se couche le soir, puis quand on se lève le matin. Il ne faut pas avoir peur de dire aux gens qu'on les aime à tous les jours. Donc, l'épreuve, moi, qui m'a fait grandir dans ma vie, c'est quand on a accompagné la mère de ma conjointe à l'hôpital pour son décès. Elle avait un cancer qui s'est généralisé. Puis, on l'a accompagnée tout au long, le temps qu'elle a été hospitalisée ici à l'hôpital de la Chute. Puis, la dernière semaine, elle a tombé dans le coma parce qu'elle était à la fin de ses jours. Puis un soir comme ça, je me souviens plus quelle journée, je m'en allais travailler parce que je travaillais de nuit. On a reçu un téléphone de l'hôpital comme quoi qu'elle était réveillée et qu'elle voulait toutes nous voir. Donc on est tous allés à l'hôpital, puis elle était assise dans son lit, elle nous a fait une caresse à chacun, elle nous a dit « bye, je m'en vais », puis toute l'équipe est décédée dans la nuit. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer qu'une personne comme ça, si faible, sorte de son coma pour nous dire « bye, je m'en vais » pour son voyage à elle. C'est quelque chose qui m'a transformé, c'est ce qui a fait que je vis le moment présent maintenant. C'est ça. L'épreuve dans ma vie qui me fait le plus grandir, c'est le décès de mon père.
Ça s'est fait très rapidement, en 3 mois, qui s'est passé entre le diagnostic et son décès. Il est mort, je venais tout juste d'avoir 19 ans. Mon père, c'était un père aimant. C'était un papa-poule. Et le problème des papa-poules, c'est qu'ils couvrent leurs poussins. Puis quand tu es couvé, ben tu n'as pas confiance en toi parce qu'il est là pour régler tous tes problèmes. Fait que tu ne te perds jamais la gueule. Puis c'est bon de se la péter doucement, je crois, de temps en temps, pour grandir. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, mais je crois que si mon père serait toujours vivant, je serais heureux de l'avoir, mais je n'aurais certainement pas la même vie parce que je n'aurais pas volé de mes propres ailes aussi efficacement peut-être que je le vole aujourd'hui, parce que la vie m'a forcé à. Donc, je ne dirais pas merci papa d'être mort, parce que j'aurais eu une autre vie aussi belle, mais différente. Mais avec le recul, c'est une épreuve qui m'a marqué et qui m'a permis de grandir très rapidement. Une épreuve qui m'a fait grandir, je vais choisir, il y en a eu plusieurs, mais je vais choisir les inondations de 2017 où notre maison a été inondée. Ça a été une épreuve difficile. Nous, on a perdu une partie de ce qu'on avait dans... En tout cas, on a été chanceux, mais on a perdu des affaires. Puis moi, ça a fait que j'ai recommencé, on dirait. Ça m'a pris du temps, là. Mais j'ai l'impression, je me suis remise en question à ce moment-là et je me suis reposé toutes les questions, puis j'ai l'impression de recommencer. Est-ce que je suis en train de vivre la vie que je veux vivre? C'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça que j'aime? Est-ce que c'est vrai que j'aime pas telle affaire? J'ai recommencé, je me suis reposé toutes les questions, puis j'ai rechoisi ce que je voulais. Différemment, à partir de moi. Ça a été un gros changement. Découvrons maintenant la Bec de Cheval et la Pourvoyeur, 2 bières de la brasserie Willsey, en compagnie de Francis et Frédéric Lauzon. Cette semaine à la brasserie Willsey, je suis en compagnie de Frédéric Lauzon. Bonjour. Bonjour. Et cette semaine, on va goûter à 2 bières un peu différentes. On a la Bec de Cheval, qui est une IPA mordante, selon votre description, et la Pourvoyeur, qui est un porter. Exactement. Alors, on va commencer avec la Bec de Cheval. Donc, IPA mordante. Pourquoi mordante? Bien, parce qu'on voulait une IPA, justement, qui avait un bon goût du côté... de l'amertume. Ça veut dire que il vient chercher ton amertume. Donc, on a une IPA qui est un peu plus sur le côté classique, donc des plus vieilles versions de IPA, où on a le côté amer qui va ressortir un peu plus. Évidemment que les houblons de fin d'ébullition vont faire sortir d'autres goûts aussi qui sont plus vers le pamplemousse ou des choses comme ça, mais on la voulait mordante pour son amertume. Parce que là, vous parlez de l'amertume. Ouais. Pour les bières, il y a toujours l'unité qu'on appelle l'IBU, l'International Bitterness Unit, donc l'unité d'amertume internationale. Exactement. Pour ce qui est de votre bec de cheval, c'est combien ce chiffre, votre Nous, on est à IBU? 60. Donc, c'est quand même assez... C'est quand même assez élevé, mais tu sais, c'est pas une double IPA ou beaucoup de doublons. Tu sais, on peut aller jusqu'à 100 environ qu'on peut voir, là. Nous, on est à 60 parce qu'on voulait quand même que l'amertume soit présente, mais que ça ne remplisse pas juste ça là, dans ta bouche. Là, tu sais. Vous parliez que c'est plus une IPA classique, si on peut dire. Justement, quelle est la différence entre une IPA classique et peut-être les nouvelles IPA qui sortent plus nord-américaines? Bien, les nord-américaines, ils vont être beaucoup plus sur le fruit. Donc, on va avoir des bières qui sont moins translucides aussi, ils vont être plus opaques. Ça a plus l'air d'un jus que d'une bière, à mon avis. Et les houblons qui vont être présents, bien, c'est des houblons qui vont donner vraiment beaucoup de fruits. On va avoir des fruits de la passion qui vont ressortir, par exemple, ou des choses comme ça. Mais nous, c'est plus le côté résineux de l'amertume qui va sortir, qui va être présent, plus que le fruit. Parce qu'à l'époque, la IPA, c'était une bière qui était exportée de l'Angleterre vers les colonies britanniques en Inde, donc d'où le nom. Et on rajoutait du houblon justement pour permettre la conservation de la bière. Pour que ça goûte aussi le houblon à la fin. Pour que ça goûte avec le long voyage qu'il y avait à faire. Ensuite, on parle d'une autre bière, encore de style anglais, la porter, la Pourvoyeur dans ce cas-ci. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une porter?
Une porter et stout, on peut dire que ça s'apparente beaucoup l'un et l'autre. C'est une bière qui est foncée, c'est une bière noire, donc avec quand même beaucoup de malt utilisé. C'est des bières qui sont un peu plus lourdes, pas nécessairement très élevées en alcool, mais qui ont une bonne teneur en grains maltais. Donc, dans ce cas ici, là, on a une bière qui est assez foncée, vous allez voir. Puis, en plus, nous, on la sert ici avec un dispositif à l'azote. Donc, ça fait une bière qui va être un petit peu plus crémeuse. Donc, ça donne une belle onctuosité à la bière. Parce que, c'est ça, vous venez de mentionner, porter et stout, c'est pas mal semblable. Oui. Ce que j'ai lu, c'est que, justement, la porter, c'était le porter, c'était la première bière qui a été faite. Exact. Et ensuite, le stout qui était, en fait, une porter stout, donc plus forte en alcool que la porter régulière. Exactement ça. On est venu après. On est vraiment près l'un de l'autre. Oui. C'est la même origine. Exact. Parlez-nous des noms. Bec de cheval, pourvoyeur d'abord. Bec de cheval, pourquoi ce nom-là? Bec de cheval, c'est que Jonathan, qui est notre personnage, alors qu'il était très jeune, j'ai habité un petit bout de temps avec ma sœur quand j'ai terminé mes études universitaires, puis il agaçait beaucoup sa sœur. Puis à un moment donné, ben je me suis tanné, puis j'ai fait un bon bec de cheval dans le dedans de la cuisse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit le cheval qui vient mordre le dedans de la cuisse. Il a été marqué pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois de cette aventure-là. Alors, c'est pour ça qu'on fait un lien aussi avec l'écurie ici. Oui. Donc, on a les chevaux, on a le bec de cheval, on voulait quelque chose qui était mordant. Donc, tout ça a tourné pour que Jonathan puisse devenir notre personnage sur la bière. Et tandis que pourvoyeur? Pourvoyeur, c'est le père de José. José, en fait, c'est Yves, son père. Lui, il veut que tout le monde ait tout ce qu'il a besoin. Il est généreux de sa personne. Donc, puis évidemment, ben, on voulait y faire une bière à son honneur. Puis on a brassé ensemble, la pourvoyeur. D'accord. Donc, ben, on va pouvoir aller maintenant y goûter. Donc, Frédéric, on y va avec la dégustation pour la bec de cheval. Donc, à la tienne. Santé. Oui, on goûte beaucoup les houblons, mais pas trop, c'est pas trop agressant. Vous avez, je crois, 6 sortes de houblons dans cette bière-là? On en a au moins 6, peut-être 7. Donc, il y a des houblons qu'on fait pendant l'ébullition, puis il y a des houblons qu'on fait aussi, ce qu'on appelle des houblonnages à froid. Donc, c'est directement dans les fermenteurs. Puis, c'est là qu'on perçoit tout l'arôme se fait plutôt à ce niveau-là. L'amertume se fait à l'ébullition. D'accord. On essaye maintenant la pourvoyeur? Oui. Alors, à la tienne. C'est très crémeux, le collet est très épais. Oui. C'est très bon aussi, il y a un petit goût un peu de café. C'est le café qui ressort un peu plus sur le porter. Évidemment, nous, il n'y a pas de grains de café dans la bière. C'est la torréfaction de certains grains de malt qu'on a réussi à aller chercher ce goût de café-là. D'accord. Bien, c'est très bon. Merci beaucoup encore une fois, Frédéric. Merci. Et je vous indique à tous nos spectateurs, bien sûr, d'aller voir sur le site web de la brasserie Willsey pour connaître les disponibilités des bières. C'est maintenant l'heure de prendre le thé en compagnie d'Élise et de Maryse Deneau. Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! On se retrouve toujours avec notre chère Maryse Deneau, notre sommelière en thé, qui va nous parler du sommeil, ma belle Maryse. Oui, bien sûr, le sommeil, la camomille. La camomille est réputée justement pour favoriser le sommeil. Alors, dans la camomille, on a la camomille régulière ici. D'accord. On a la camomille et menthe. Oh, ça doit être bon. Juste avant. Quand on a trop mangé le soir, là, il semble la menthe, ça doit être géré, puis après ça, tu t'endors. Ouais. OK. Ouais, ça, c'est un bon mix, ça. On a aussi la camomille citron suprême. OK. Certaines personnes ne vont pas aimer le goût de la camomille régulière. Alors, citron suprême apporte un petit goût citronné. OK. Et ça favorise la digestion. Aussi. Bon, oui. On a aussi la verveine. Oui, c'est tous les feuilles qui sont juste là? Oui. As-tu déjà goûté à la verveine? Non, mais je peux sentir. Oui. Ah, c'est doux quand même. Comme je pensais que ça sentirait comme le thym. Ah! Genre sur la feuille. Oui, mais la couleur aussi qui oui, c'est ça. C'est bon, pourquoi? La verveine est réputée justement contre le stress, l'anxiété.
Le mal du siècle, finalement. Et va aider aussi à la digestion. Ah, OK. Une bonne digestion favorise le sommeil. Eh oui, alors ça, ça fait. c'est très, très populaire. Bon. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est une de tes créations? Oui, création du thé, le thé d'Argenteuil, c'est S10. OK. Alors... S pour sommeil? Oui, exact. Et le 10, peut-être un 10 heures de sommeil. Oh là là! OK. Bon. À l'intérieur, on retrouve de l'hibiscus, on retrouve de la mélisse et d'autres ingrédients qui vont donner bon goût à la tisane. Il va y avoir de la camomille, j'imagine? Oui, dedans? oui, de la camomille. Pour bien dormir. Oui. Qu'est-ce que tu me fais goûter? Alors, on y va avec camomille et menthe. Oh, d'accord. Alors, on voit la couleur qui est très beau jaune, tire un petit peu sur le vert. Il faudra faire attention avec ce qu'on a à faire après parce que je vais peut-être faire un petit roupillon, moi, là. Ah, moi, j'adore la menthe. Puis là, en plus, avec la petite senteur de camomille, là. C'est bon. Ah oui, vraiment. Ça change, ça vraiment modifie le goût de la camomille tout seul. Avec la menthe, ça apporte un goût de fraîcheur. Oui, vraiment. Ah, j'aime ça, mais j'aime l'odeur de la camomille, mais c'est vrai que le goût, des fois, seul, ça laisse à désirer, là. Mais avec la menthe, là, on a vraiment le petit goût qui revient. J'aime vraiment ça. Ça, c'est une tisane que tous les gens devraient avoir à la maison. Oui. Que ce soit pendant la saison d'hiver, après un repas copieux, un petit verre de tisane à la camomille et menthe, ou camomille citron suprême. Excellent. Ou le S10. Voyons voir quoi d'autre il y a là-dedans, là. Bon, mélisse, camomille, citronnelle, pelure d'orange, lavande. Ah, j'aime la lavande. Oui. Les biscuits, tu l'avais dit. Pétales de rose aussi. Ah, vraiment, ça va être à essayer, ça aussi, là. Quand est-ce que tu me fais goûter ça? Après la sieste, peut-être. Merci, Marie. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. C'est maintenant le moment de rejoindre notre ami André Coupal pour la capsule linguistique. Bonjour et bienvenue à la capsule linguistique. Mon nom est André Coupal. Je ne suis pas linguiste ni professeur. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à la langue française. On a des belles images au Québec, des belles expressions. Et je m'intéresse à découvrir d'où elles viennent. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche et je vais partager ça avec vous. C'est une capsule sans prétention. Il y a beaucoup de choses qui sont conditionnelles parce qu'il y a beaucoup d'explications et c'est parfois difficile de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Bâtir des châteaux en Espagne. Cette expression-là, c'est d'avoir des projets chimériques, des rêves irréalisables. Mais pourquoi on dit bâtir des châteaux en Espagne? C'est parce que à l'époque où l'Espagne a été beaucoup, pendant des années, attaquée par les Maures, M-A-U-R-E-S. Ça date des années 1600. C'était la conquête musulmane de l'Hispanie, de l'Espagne. Et à cette époque-là, dans les campagnes, quand il y avait des châteaux, on les détruisait pour que les morts n'aient pas d'endroit pour se reposer. Les soldats ne pouvaient pas se reposer nulle part, donc on détruisait, on enlevait les châteaux, s'il y en avait, parce que dans la campagne espagnole, il n'y en avait pas énormément, mais ceux qu'il y avait, on les a détruits. Donc, il n'y avait plus de châteaux en Espagne. Et quand on dit on va se construire un château en Espagne, bien, c'est un peu utopique parce que si on le construit, il va se faire détruire, parce que c'était utilisé par les envahisseurs pour se reposer quand il y en avait. Voilà l'origine et ça a été relevé, ça. L'explication nous vient de Étienne Pasquier, qui était un homme d'État et un magistrat français, et ça nous vient des années 1600 à peu près. L'explication. Je vous ai parlé des châteaux en Espagne récemment. Je vais vous parler maintenant de changer 4,30 sous pour une pièce. Et le lien que je fais avec l'Espagne, c'est que ça nous viendrait de l'Espagne, cette expression-là.
L'expression « changer 4,30 sous pour une pièce », ça veut dire on change quelque chose pour quelque chose de même valeur. Ça n'a pas vraiment si on change 4,30 sous pour une pièce, ça veut dire on change 4,25 sous pour $1 en papier. À l'époque, quand les dollars étaient en papier, ça voulait dire on change ça, mais ça ne donne pas grand-chose. Mais c'est une expression qui est d'abord influencée par l'Espagne, parce qu'à ce moment-là, on utilisait des piastres en Espagne. Et vers la fin du 17e siècle, en Nouvelle-France, la monnaie qui circulait était la piastre espagnole. Et quand la monnaie espagnole a été abandonnée, bien, le mot piastre est demeuré. Et pourquoi le 30 sous, on dit 30 sous, ça vaut 25 sous? Parce que nous, une piastre, ça vaut 100 sous. Donc, on divise par 4, ça fait 25 sous. Mais à l'époque, pendant des décennies, il y a beaucoup de systèmes monétaires qui ont cohabité sur le territoire de la Nouvelle-France, dont un qui était la couronne anglaise et qui valait 120 sous. Donc, quand on divisait la couronne en 4, ça faisait 30 sous. Alors, un 30 sous ou un 25 sous, on a dit, bon, on change 4,30 sous pour une pièce, parce que la pièce, on confondait avec la couronne qui valait 120 sous et la pièce qui en valait 100. Alors, de là, l'expression « changer 4,30 sous pour une pièce » qui nous vient de l'Espagne. Vous avez entendu l'expression « séquitaine » qui était très populaire, a été popularisée, par exemple, dans « Moi et l'autre » dans les années 60. C'est difficile d'avoir la vraie histoire du mot « quétaine », mais une des explications, ce serait la déformation du nom de famille Keaton ou Kitten, qui était une famille d'un quartier défavorisé de Saint-Hyacinthe dans les années 40, qui était reconnue pour ses goûts vestimentaires assez douteux. Donc, il y en a aussi qui pensent que ça viendrait de quêteux. Quétaine viendrait de quêteux. En France, on dirait c'est ringard au lieu de c'est quétaine, donc c'est démodé, etc. Voilà, c'est ce qui conclut l'émission Dans notre coin cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec de nouvelles capsules.